Bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais te raconter. Histoire Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, fait 2 en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e épisode du podcast Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Muriel. Muriel est professeure de sport au collège. Dynamique et pleine d'entrain, elle est également maman de 3 enfants. Depuis petite, elle aime faire rire les personnes autour d'elle et elle note toutes les situations décalées susceptibles de faire rire qu'elle vit dans un carnet au fil de ses aventures. Seulement un soir, alors qu'elle regarde un humoriste à la télévision avec son mari, elle se fait la promesse qu'un jour, elle aussi, aura son propre spectacle. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Muriel. Retour à l'instant T. Bonjour Muriel, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir. Bonjour Lucie, merci de m'avoir invitée. Alors j'ai hâte que tu nous racontes ton histoire qui est un petit peu atypique. Est-ce que pour situer les auditeurs, tu pourrais nous raconter qui tu étais avant cet instant T? Quel genre de personne tu es dans ta vie? Eh ben écoute, j'étais une maman, que je suis toujours d'ailleurs. Une maman de 3 enfants, mariée, avec un métier, puisque j'étais professeure d'EPS, donc éducation physique et sportive. Voilà, j'ai donc 3 enfants. Alors à l'arrivée de mon 3e enfant, je suis sous l'eau parce que 3 enfants en 4 ans, ça demande beaucoup de travail. J'essaye de faire tout pour être une bonne maman comme tout le monde, une bonne épouse, de bien faire mon travail et dans tout ça, moi Muriel, j'existe plus trop quoi. Et là, c'est un peu compliqué. Parce que on veut se dévouer corps et âme à la famille et puis on s'oublie. Et puis quand on s'oublie, forcément, à un moment donné, ça coince. Et moi, en fait, j'avais un rêve que j'avais depuis longtemps, qui était de monter seule sur scène et un jour de raconter ma vie. Et le déclic, c'est que quand ma fille avait 6 mois, je regardais un humoriste passer à la télé et je dis à mon mari, tu vois, un jour ce sera moi. Un jour, ce sera moi qui passerai à la télé et qui ferai mon spectacle. Il me dit, commence déjà par écrire. Il m'a énervée quand il m'a dit ça, je me souviendrai toujours. Je lui en ai voulu. Je dis, mais pour qui tu te prends? Il me dit, non, mais attends, il dit, tu dis que ton rêve, c'est de monter sur scène et de raconter ta vie. Et t'as fait quoi pour y arriver? Je dis mais je sais pas, tu vois, t'as 3 enfants, t'as autre chose à faire et il m'a énervée, je me souviens, j'étais vexée, fâchée après lui quand je me dis mais il est con ou quoi lui, il m'énerve. Putain mais c'est n'importe quoi de me dire ça. Et en fait il avait raison. Donc sur le moment, je lui ai fait la gueule parce que ça m'a énervée. Et puis le surlendemain, je me dis non mais il a raison. Et là, en fait, j'ai pris un petit cahier et je me suis mise à écrire. Et c'était limpide, en fait, ça coulait. C'était comme si c'était déjà dans ma tête depuis très longtemps. Et en fait, ce que je racontais sur ce petit cahier, c'était toutes les anecdotes que j'avais vécues dans ma vie. Alors bien sûr, le sport, puisque j'étais professeure de sport, donc j'ai fait du sport en couple. C'est une catastrophe, faites jamais du sport en couple. c'est un sujet d'engueulade. Moi, à chaque fois que je faisais du sport avec mon mari, on se prenait la tête, mais c'était systématique parce qu'il m'énervait, parce qu'en même temps moi j'ai un caractère un peu dur, je lâche rien, tu vois. Et quand on faisait du VTT ensemble et que lui il était devant et puis que moi je galérais puis lui il était hyper facile, ou alors il se mettait à mon niveau puis il m'aidait, et donc lui il pédalait, il avait juste une main sur le guidon puis de l'autre il me poussait et je disais mais ça m'énerve, ça m'énervait, je me sentais un peu rabaissée. Donc beaucoup de prises de tête en escalade, on s'est pris la tête, bref. Donc ça, j'avais plein de choses à raconter là-dessus, plein de choses à raconter sur quand j'étais monitrice de ski, puisque j'ai été monitrice de ski, notamment une cliente belge qui était là, qui avait une bonne quarantaine d'années,
qui faisait jamais de sport, quoi. C'était une galère. J'ai galéré pendant 1 heure avec elle. C'était une cata. Et à la fin, en fait, elle s'est retrouvée accrochée à mes cheveux, à pas lâcher mes cheveux. Quand je descendais la piste, en fait, parce que je l'aidais à descendre, donc du coup, je lui tenais les skis et elle s'accrochait à mes cheveux, elle me tenait les cheveux, elle me tirait les cheveux parce qu'elle voulait pas se redresser, quoi. Et quand je suis arrivée en bas, dans tous mes états, j'étais en panique. Je me dis, mais c'est quoi ce que je viens de vivre? Et là, je me suis dit, mais tu vois, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, un jour, je monterai sur scène et je raconterai ça. Parce que c'est un truc de fou ce que je viens de vivre. Elle m'avait carrément pris une touffe de cheveux. Mais c'était n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou. Ça veut dire qu'à chaque moment de ta vie, tu gardais dans ta tête, dans un coin, tiens, j'ai vécu ça, je le garde pour plus tard et un jour, j'en ferai mon spectacle. Et c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours eu 2 amours, le sport et le théâtre. Et quand j'étais adolescente, au moment de faire des choix, je faisais des compétitions de ski alpin, donc je me suis dirigée naturellement vers le sport. Et puis aussi, c'était quelque chose qui donnait un travail, alors que le théâtre, finalement, personne ne vivait de ça autour de moi. C'était pas un métier, c'était plus un hobby, tu vois. Donc naturellement, je me suis dirigée vers le sport. Mais j'avais toujours ça au fond de moi, donc j'ai quand même toujours fait un peu de théâtre dans mes études, enfin dans mes études comme ça, tu vois, des trucs comme ça. Ne serait-ce que tu vois, quand j'étais au lycée, je me souviens d'avoir fait un remake des Vampes avec ma cousine. À l'époque, c'était les Vampes, mais toi, je sais pas si tu connais, t'es trop jeune. C'est boomer, ça. Ouais. Et en fait, avec ma cousine, on faisait ça, donc on critiquait tout le monde, enfin, on critiquait les profs, et les profs adoraient, en fait, quand on faisait ça, parce qu'on faisait ça à des fêtes de fin d'année, 2 fois dans l'année, on en mettait plein le museau aux profs, et puis ils aimaient bien, tu vois, se faire charrier. On faisait ça dans des anniversaires aussi, on avait même été appelés pour faire des anniversaires de gens qu'on connaissait pas. Et là, on a dit, bah non, mais ça va trop loin, on les connaît pas, les gens-là, qu'est-ce qu'on va raconter sur eux, tu vois, c'était un peu compliqué. Mais on avait déjà ça, enfin en tout cas moi j'avais déjà ça, ce côté aimer faire rire. Et le jour où je me suis rendu compte que j'aimais faire rire, c'est quand j'étais en seconde et c'était le passage à l'Euro, donc ça date. Et on devait faire un petit sketch en fait pour expliquer à tout le lycée comment ça allait se passer, tu vois, une fois qu'on allait passer du franc à l'euro. Et moi j'avais un personnage que j'avais inventé qui s'appelait Mémé Euro, et Mémé Euro elle comprenait rien en fait, tu vois, elle comprenait rien. Et à un moment donné, j'étais dans le personnage, tu vois, et puis à un moment donné, je la fais tomber de sa chaise. Donc je pars à la renverse et tout. Et il y avait tout le lycée qui était là, qui avait 300 élèves, et tout le monde a rigolé, tout le monde. Et là, j'ai fait, waouh, mais c'est trop bien de faire rire les gens, tu vois, c'est là que je me suis dit, mais c'est génial. Et j'ai adoré faire ça. Et plus ils rigolaient, et plus j'en rajoutais, et plus ça fonctionnait. Et c'est là que j'ai eu un déclic, parce que avant, j'étais très timide, vraiment très timide. Quand je parlais, je rougissais. J'étais une fille qui avait vraiment pas confiance en moi. Et aujourd'hui, quand on me voit, on a du mal à y croire. Et j'étais rubiconde, donc tout le monde se moquait de moi dès que je prenais la parole parce que je rougissais. Enfin, c'était très très dur à gérer mes émotions, tu vois. Et le théâtre et le fait que aussi je fasse du commerce, parce que donc mon père était confiseur, il fabriquait les bonbons des Vosges, d'ailleurs il le fait toujours, et il m'obligeait, disons que j'avais pas le choix que d'aller vendre des bonbons sur les marchés. Et quand t'es timide, c'est l'horreur, quoi. Tu fais goûter un bonbon, tu rougis. Il suffit qu'il y ait un garçon qui soit un peu joli. Et là, il y a plus personne. T'es écroulé t'as envie de te cacher sous le stand parce que bien sûr, forcément, t'es toute rouge et tout le monde sait que le garçon, en gros, il te plaît. Et donc, j'ai fait ça pendant, tu vois, de l'âge de, je sais pas, 12-13 ans jusqu'à 25 ans, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à accepter de prendre la parole, d'être moins timide, quoi, tu vois. Ça fait partie de mon... finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et sur le coup, c'était très douloureux parce que j'étais pas faite pour ça. Moi, j'étais pas du tout pour le commerce, tu vois. J'aimais pas trop discuter avec les gens, parler pour rien dire, ça m'intéressait pas. Puis c'est ça le commerce, tu vois, tu parles pour rien dire, de la pluie et du beau temps, tout ça. Bon, moi, tu vois, à cet âge-là, je m'en moquais, quoi. Mais mon père, il disait, si, tu vas faire goûter des bonbons dès qu'il y a des gens qui arrivaient. Tu sais, j'allais de l'autre côté, je faisais comme si je les avais pas vus. Et il me disait, non, t'y vas. Oh, purée. Il avait bien compris ma technique. Donc voilà. Donc, grâce à ça,
Et au théâtre, je suis ce que je suis aujourd'hui. Tout se fait pas toujours facilement. Parfois, les choses se font dans la douleur et c'est qu'après coup qu'on se rend compte que c'était pour notre bien, tu vois, de passer, d'aller sortir de sa zone de confort, d'aller faire des trucs que t'aimes pas du tout et finalement tu te rends compte que toi aussi quand même t'avais un intérêt, mais après, bien après, tu vois. Sur le coup, tu le vis pas très bien, mais après, t'es content. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ce moment autour de la télévision passé avec ton mari ? Donc j'écris pendant 2 jours, je dis toujours j'ai accouché de mon premier spectacle. C'était comme un accouchement parce que c'était limpide, tu vois. Pendant 2 jours, j'ai écrit tout un petit cahier, il y avait 60 pages, tu vois. Et tout est sorti, tout ce dont j'avais envie de parler. Et puis toutes les petites notes, tu sais, que j'avais prises durant ma vie, quand j'étais monitrice, tout ça. Et tout ça, c'était dans c'était dans l'annuaire parce que à l'époque, on avait un annuaire. On dirait que j'ai 70 ans, mais non, en fait. Mais bon, ça change tellement aussi. Et dans cet annuaire-là, j'avais toujours noté des petites choses que j'avais dit un jour je les mettrai en scène et j'en rigolerai parce qu'il faut rire de ce qui nous arrive. Et donc j'ai repris ça et puis après j'ai aussi raconté des anecdotes de ma vie de maman parce que tu vois par exemple on me disait de mes enfants un bébé, tu vois un bébé qui a 2-3 mois, alors il est méchant? Mais comment un bébé de 2-3 mois peut être méchant? C'est une expression. C'est une expression de vieux, et puis ça m'énervait, puis c'était des gens que j'aimais pas, donc j'avais juste envie de leur... Et en fait, tout ce que je ne pouvais pas faire dans la vraie vie, je le faisais faire à mon personnage. Donc mon personnage, il était odieux, mais ça faisait un bien fou, tu vois, c'était un peu ma thérapie, quoi. De la mère modèle, parfaite, qui était, voilà, qui hashtag pas de vague, et sur scène, j'étais complètement l'inverse. J'étais la nana qui trashait tout le monde parce qu'il y en avait marre, parce que aussi, tu vois, je racontais que on veut être une bonne maman, donc on lit des magazines de psychologie, des parents magazines, des enfants magazines, tout ça. Mais en fait, on n'y arrive pas parce que c'est la théorie. On comprend tous la théorie, on sait tous qu'il faut faire de la parentalité positive, de l'éducation positive, de la bienveillance et tout. Mais quand t'es dedans, à un moment donné, et que tes enfants, ils t'écoutent pas, et qu'ils font colère sur colère sur colère, je veux dire, à un moment donné, la parentalité positive, c'est bien, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas. En tout cas, toi, à un moment donné, tu t'énerves. Donc moi, ce que je pouvais pas faire à la maison, je le faisais sur scène et j'expliquais. Je disais, voilà, on lit parents magazine, enfants magazine, c'est super. Et puis, à un moment donné, tu pètes les plombs avec ton gosse. Donc, tu vois, je racontais plein de choses comme ça. Et c'était limpide, tu vois, ça me faisait un bien fou d'aller extérioriser sur scène ce que j'avais au fond de moi. Enfin bon, d'abord, dans un premier temps, ça a été d'abord sur mon petit cahier. Parce que je suis pas tout de suite montée sur scène. J'explique le cheminement. Donc, j'écris ce petit cahier en 2011. Ma fille a 6 mois. Et là, j'essaye de trouver des gens pour m'aider. Je trouve pas vraiment de gens disponibles. Entre-temps, je vois qu'il y avait une émission qui passait à la télé qui s'appelle On ne demande qu'à en rire, qui est une émission qui était présentée par Laurent Ruquier. Et c'était censé être un tremplin pour des humoristes. Alors, ça l'était, si tu veux. Mais c'était vendu comme, en gros, on va permettre à des humoristes amateurs de devenir professionnels. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais entendu. Et je me dis, trop bien, maintenant que j'ai renoué avec mon envie de monter sur scène, je vais postuler pour aller là-bas. Je postule, je suis prise, et j'y vais, donc je vais à Paris sur cette scène-là, je rencontre d'autres humoristes et je joue et ça se passe pas bien du tout. Enfin, c'est pas que ça se passe pas bien, c'est que je suis buzzée. Bon, si ça s'était bien passé, pardon, je me serais pas fait buzzer. On va dire que j'ai pas pu finir mon sketch et il me restait 10 secondes et j'ai pas pu finir parce qu'à un moment donné, j'ai dû dire une vulgarité et puis ça n'a pas plu et puis j'ai été buzzée. Donc les jurys voilà, disait qu'en gros, c'était pas terrible. Ce que j'ai retenu de ce que Laurent Ruquier a dit, parce qu'il a dit, moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que les autres avaient quand même dit que c'était très amateur. Et Laurent Ruquier avait dit, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'il y a une graine de quelque chose. Je serais pas étonnée qu'on la revoie dans quelques années. Voilà ce qu'il avait dit, en gros, quoi. Donc, voilà. Alors, si tu veux, à la fois une expérience positive sur le moment, enfin, douloureuse mais positive, mais a posteriori très douloureuse. Parce que je suis passée à la télé, et forcément, et je me suis fait buzzer. Et c'était pas vraiment drôle. Donc, il y a eu une déferlante de gens qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, qui ont dit que c'était nul, pourri, machin, enfin bref.
Et dans ma famille aussi, il y a eu des gens qui en ont profité, tu vois, pour dire des méchancetés sur moi. Donc ça a été plus dur parce que bon, si tu veux, moi, dans ma vie, je me suis toujours dit, fais les choses que tu as envie de faire. Mon leitmotiv, c'est de me dire, est-ce que si tu fais ça, tu vas faire du mal à quelqu'un? Si c'est non, alors tu peux y aller. Est-ce que tu peux mourir? Non. Donc vas-y, voilà. C'est toujours la question que je me pose, c'est est-ce que tu vas faire du mal à quelqu'un et est-ce que tu peux mourir? Si c'est non les deux, alors t'as pas de raison de ne pas le faire, tu vois? Voilà. Ça, c'est toujours ce que je me suis dit. Et donc je m'étais dit aller là-bas, c'est trop cool, mais c'était avec toute ma naïveté, tu vois, je m'étais dit bah c'est génial, c'est une expérience, que ça se passe bien ou mal, c'est une expérience, j'ai envie de le faire, j'y vais. Mais les conséquences d'un passage à la télé, ben on les mesure que quand on les a vécues, quoi. Et là, ouais, c'était compliqué. Et dans ma propre famille, ça a été très douloureux parce que les gens se sont moqués de moi et puis il y a eu vraiment des méchancetés et puis c'était n'importe quoi en fait pour eux parce que pourquoi elle fait ça? C'était mais attends, elle a 3 enfants, elle est prof de PS, enfin c'est quoi son délire quoi? C'est quoi son délire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est pas ça aurait marché, ils auraient dit ah bah on la connaît, elle est de notre famille, tu vois. Mais comme ça n'a pas marché, tout de suite ça a été en gros c'est on a gagné, ils ont perdu, tu vois. Donc ça a été un peu compliqué, mais bon moi je fais toujours de chaque expérience, de chaque épreuve, de chaque chute un acquis, enfin je veux dire un point pour l'expérience quoi. Je me dis toujours ça m'a remis en fait si tu veux les idées au clair parce que j'ai toujours comparé ça à comme si j'avais conduit une Ferrari alors que j'avais pas le permis, tu vois. Je me suis toujours dit bah oui mais attends, ok tu veux monter sur scène, oui, ok tu veux faire rire les gens, oui, mais sans passer par la case départ, sans passer par le début, c'est pas possible. Il y a que dans les livres que ça existe, tu vois, il y a que dans les films que ça existe. Tu peux pas vouloir réaliser un rêve en arrivant tout de suite à ton rêve. Il y a tout un cheminement avant. Et ça m'a fait comprendre ça. Ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je travaille pour réussir. C'était une épreuve de la vie. En gros, la vie m'a dit, cocotte, tu veux faire ça, ok, mais là tu vas trop vite. Donc on va reprendre les choses step by step. Et d'abord, tu vas peut-être commencer à travailler avec quelqu'un. Et donc, je me suis dit, oui, ok, d'accord, j'ai compris. C'est une claque qui m'a fait remettre les pieds sur terre. Et j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner déjà, parce que c'était un milieu. Puis parce que moi, je faisais du théâtre dans une troupe, mais ça n'avait rien à voir. Monter sur scène, seul, ça n'a rien à voir avec le théâtre. C'est pas du tout pareil. Et puis tu dois faire rire les gens. C'est toute une technique, ça s'improvise pas. C'est pas parce que toi ça te fait rire que ça va faire rire les gens. D'ailleurs souvent, ce qui te fait rire quand tu le lis aux autres, tu fais ouais, bon. c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, tu vois, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui te dise non mais là c'est pas drôle. Ah bon, mais t'es sûre parce que moi ça me fait super rire. Non, c'est pas drôle. Ah d'accord, OK. Bon on va le tourner autrement alors. Faut tout tester, puis il faut quand même se faire accompagner parce que en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais, de me faire accompagner, parce que pour le coup, là, comme j'étais allée toute seule et que ça n'avait pas marché, d'un coup, je me suis dit, oulala, les prochaines fois que je vais faire quelque chose, je vais me faire accompagner. Donc, 2011, grosse claque, et il se passe rien entre 2011 et 2014. J'essaye de trouver des gens parce que j'ai toujours ces textes-là qui sont écrits, qui veulent bien m'aider, et ça marche pas. Et plus une personne, 2 personnes. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un qui pourrait m'aider, il me dit bah non ça va pas, j'ai pas le temps, il y a toujours un truc en fait, donc ça, mais je lâche pas l'affaire parce que je me dis c'est quand même toujours ce que je veux faire, c'est quand même toujours mon rêve. Entre temps je passe quand même un CAP esthétique, aucun rapport. Mais c'est juste que je me disais je serai pas prof toute ma vie et quand même à un moment donné il faut que je fasse autre chose parce que tu vois je savais déjà que j'allais pas faire ça toute ma vie. Donc si tu veux moi je suis toujours en train de faire plein de choses. Et d'ailleurs les gens m'ont toujours dit dans ma famille disent est-ce qu'elle nous a encore inventé Muriel? Tu vois, c'est genre la nana, elle est complètement instable quoi. Elle est prof de PS, elle va passer à la télé. Après, elle passe un CAP esthétique. Non mais allô quoi, t'as 3 enfants, t'es prof, pourquoi tu fais ça? Tu vois, j'avais un peu cette étiquette là de qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer. Donc les gens ils flippent à chaque fois que je dis un truc, ils flippent parce qu'ils disent elle va le faire, elle va faire. Tu sais, je crois que j'ai une peur panique de la routine. En fait, au fond de moi, si je m'analyse après toutes ces années, je crois que j'ai une peur de faire la même chose toute ma vie.
c'est profond, hein. C'est un truc que maintenant, avec le temps, je me dis, oui, je crois que c'est ça, quoi. Donc, oh là là, l'angoisse de dire, parce que il y a plein de gens, et je le critique pas, tu vois, qui aiment cette routine-là, parce qu'elle est sécurisante. Elle permet d'avoir toujours le même emploi du temps, ça sécurise. Moi, en fait, trop de sécurité tue la sécurité. Moi, j'ai besoin que ça bouge, je suis comme ça, je suis, peut-être parce que je suis un peu sportive aussi, mais j'ai besoin que ça change, de voir du monde, voilà. Donc, dans ma vie, j'ai fait plein de choses. Et en 2014, donc 3 ans après que j'ai écrit mes textes, là, enfin, on me dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'intéresser, qui pourrait t'aider, appelle-le, contacte-le, il s'appelle Steve. Il a un bar, un café-théâtre à Nancy, et chaque mois, il organise des scènes ouvertes. Donc je le contacte, et puis je lui montre mes textes, et il me dit « Ah ouais, tes textes, c'est bien, et tout, on peut faire quelque chose. » Donc on commence à travailler ensemble, et il me dit, genre, tu vois, c'était fin janvier, et il y avait la première scène ouverte 3 semaines après, tu vois. Et il me dit « Bah écoute, je t'inscris à la scène ouverte. » Mais je lui dis « Quand ?»« Dans 3 semaines. » « Dans 3 semaines ?» Mais je dis, mais c'est tout près, 3 semaines. Oui, bah, de toute façon, il faut se lancer. Tu feras 7 minutes. C'est énorme, 7 minutes. Quand t'es jamais monté seul sur scène et que tu dois tenir les gens pendant 7 minutes, ça paraît une éternité. Et, ok. Donc, je relève le défi, donc on travaille et tout. En fait, en travaillant, on prend pas du tout les textes que j'ai écrits. Et on essaye de trouver un personnage, la blonde écervelée, machin, truc, enfin, bref. Je monte sur scène, pas un rire. Je ressors de scène, c'est un peu douloureux. Ça fait mal. Et comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu ressens quand à la première, ensuite à la deuxième, personne ne rigole ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues ? Bah, t'as pas le choix. T'es sur scène, tu continues. Tu vas pas sortir parce que les gens rient pas. Donc tu continues. Puis en fait, ce qu'on dit dans le jargon, on dit tu sors ta barque et tu rames. Et donc tu rames, tu vois que ça prend pas, quoi. Donc très douloureux, je sors de scène, ça fonctionne pas, donc ok, bon, c'est ma première, voilà. Et tous les mois, je vais faire une scène ouverte pendant toute cette année de 2014. Et chaque fois, je réécris autre chose, avec un autre personnage, et chaque fois je monte sur scène, et chaque fois c'est pas drôle, et chaque fois les gens rigolent pas, et je ressors de scène et je suis dépitée, et même au bout d'un moment, je commence à pleurer, à me dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? T'as une vie, t'as un métier, t'as des enfants, t'as tout pour être heureuse. Et t'as envie de monter sur scène. Mais tu vois bien que ça marche pas. Tu sais, ça, c'est ta raison qui dit ça. Tu vois bien que ça marche pas. Tu vois bien, c'est douloureux. Ça te fait pleurer. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu persistes alors que personne ne rigole, quoi ? Complètement, tu vois ? Et puis le cœur, il dit, mais moi, je suis sûre que t'as quelque chose à faire là-dedans. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc mon cœur, moi, au fond de moi, je sais que je suis faite pour ça. Je sais, tu vois, au fond de moi, je sais que j'ai une flamme, quoi. J'ai un truc qui brûle, que quand je suis sur scène, je suis bien et que je suis à ma place. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. Mais je t'avouerai que ça commence à s'effriter un peu, tu vois. Parce que, tu sais, quand tu montes sur scène, que t'as pas de retour positif, que tu ressors, t'es en pleurs, que chaque mois tu réécris des choses et t'y arrives pas, c'est compliqué. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est un peu sadomaso quand même de faire ça, quoi, tu vois. Et pour autant, je continue parce que voilà, j'ai toujours cette petite voix-là qui me dit, t'es faite pour ça, t'es faite pour ça. Et en 2015, je travaille avec une autre personne qui s'appelle Jocelyn. J'avais fait quelques premières parties, donc c'était un humoriste local qui m'avait proposé ses premières parties. Et je lui dis, écoute, Jocelyn, est-ce que tu peux m'aider ? Parce que je lui dis, j'ai des textes, mais je les ai pas mis en scène. Je sais pas quel personnage je dois choisir. Je suis un peu paumée. On fait une séance de travail ensemble ou deux. Et puis il me dit, bah écoute, c'est simple pour moi. Ton personnage est dans tes textes, en fait. C'est toi. Il y a pas un personnage. Il dit, c'est toi. Donc là, on travaille le sketch sur le sport en couple. Et je fais un tremplin de l'humour à Nancy avec un jury de professionnels. Dedans, il y avait Guillaume Batz, mais je sais pas, c'est le plus connu en tout cas. Bon, les autres, c'est des humoristes qui sont connus, mais dans le milieu, donc je te les citerai pas. Et là, j'ai le coup de cœur du jury. Oh, et là, je me dis, waouh, ça y est. Pas ça y est, parce qu'on n'est jamais arrivé, mais
enfin, j'ai eu raison d'y croire. Mais tu vois, il en est passé des choses avant. Hein. Et je me dis, ouais, génial, les gens viennent me voir, enfin les professionnels me disent, ouais, t'as vraiment quelque chose, c'est super ce que tu fais, voilà, faut continuer. Bon, c'était les débuts, hein, mais c'était pour moi les premiers retours positifs que j'avais. Donc, qui me disent, bah t'as eu raison de continuer, tu vois. Tu t'es pris des claques, mais tu t'es relevé à chaque fois et t'as eu raison. Tu vois, ça c'était en 2015, on est en 2022. Aujourd'hui, je suis toujours pas connue du grand public. Enfin, toi, on va dire que j'y vais étape par étape. Et je pense que les gens étaient dans mon univers, mais c'est un univers particulier quand même. Voilà. Et donc, ça me fait du bien. Et là, je me dis, je suis toujours prof à ce moment-là. Et donc, le week-end, par moment, je trouve des petites dates dans des endroits où je peux jouer, tu vois, je demande pas grand-chose, hein, même pas une scène, juste un petit endroit pour poser mon décor et puis faire mon spectacle. Et en fait, à ce moment-là, j'étais professeure de PS remplaçante à Gérardmer. Et avec mes élèves, au mois de juin, je passe devant un bar à Gérardmer qui fait café-concert. Et je vais les voir et je leur dis, écoutez, moi j'ai un spectacle, j'aimerais bien le jouer. Je sais pas si ça vous intéresse, vous faites pas de théâtre, mais si ça vous intéresse, je peux le jouer chez vous. On pourrait faire ça tous les dimanches. Juillet, août, enfin voilà, vous verrez bien. Donc ça, c'était au mois de juin. Ils me prennent mon contact et ils me disent, écoutez, on vous rappelle. Pas de nouvelles. Les vacances de juillet, je suis en vacances avec mes enfants au bord de la mer. Et là, genre c'était le 20 juillet, quelque chose comme ça. Et là, le gars m'appelle et me dit, écoute, on a réfléchi, on veut bien que tu viennes jouer tous les dimanches du mois d'août. Et genre, on était le 20 juillet. Mais si tu veux, moi, j'avais bluffé, en fait. Moi, j'avais dit, j'ai un spectacle. Mais je l'avais jamais joué, ce spectacle. J'avais joué un sketch de ce spectacle qui avait été bien reçu. Le reste, c'était ce que j'avais ce que j'avais écrit en 2011, mais il n'y avait pas de fil conducteur, je l'avais jamais joué, en fait, tu vois. C'était quelque chose que j'avais écrit, qui était sur mon cahier, et j'avais bluffé, j'avais dit, j'ai un spectacle, alors que, en fait, j'avais quelque chose qui était écrit, mais qui n'était pas du tout mis en scène, ni rien du tout, tu vois. Et là, c'était génial. Et puis, le deuxième effet qui se coule, c'est, non, mais attends, là, je joue dans 15 jours. Mais là, je suis en vacances. Et mes textes, je les ai pas, puisque je les avais pas pris. Et je dois m'occuper des enfants. Et on rentre que dans une semaine. Et là, je me dis, oh purée, qu'est-ce que c'est de ce truc? Dans quoi je me suis embarquée? Et la panique arrive. Et là, je me dis, bon, Bigard dit c'est quand on est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Ah là, je le voyais bien, le mur, là. Il était énorme. Et donc, on rentre de vacances. Et là, tous les soirs, en fait, comme les enfants étaient en vacances, tu vois, donc faut s'en occuper quand même, parce qu'ils étaient petits. Donc, je bosse de nuit, quoi. En gros, dès qu'ils sont couchés, je prends mon cahier et j'essaye de raconter une histoire entre tout ça, tu vois. De créer un fil rouge entre le sport en couple et le fait que j'ai parlé de la maternité, de l'accouchement, de la vie de maman et tout. Donc, j'essaye de faire des transitions entre tout ça. Donc, ça me prend environ 3-4 jours. On arrive le vendredi et je joue le dimanche quand même. Donc là, je dis à mon mari, écoute, là, tu vois, dimanche soir, je joue, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu partes. Tu prends les enfants, tu vas où tu veux, mais là, je dis, je ne peux plus m'en occuper, j'ai besoin de travailler. Donc, il emmène les enfants chez sa mère, et puis moi, je commence à me filmer. Donc, je mets une caméra dans mon salon, et je réfléchis à tout ce que je vais prendre, tout ça, et je me filme et je regarde, et je me filme et je regarde, et je me filme et je regarde, et j'ajuste les choses et tout. Je fais ça tout le samedi. Ça, en même temps, j'apprends mon texte, tu vois. Tout le dimanche matin, je refais ça en me disant, bon, voilà, si, ça, tout. Il y a des trucs qui arrivent, des idées qui arrivent. C'est sympa parce que dans la création, quand tu te mets en mode créativité, d'un coup, t'as des idées qui arrivent, donc Et puis le dimanche à midi, je dis bon là je pourrais pas faire mieux, je pourrais pas faire plus, je suis au bout du bout. On va y aller comme ça parce que de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Et donc le dimanche soir, je joue pour la première fois 1 heure, c'est énorme, 1 heure seule sur scène avec les textes que j'ai écrits et les gens sont contents. Donc je pleure. Je suis là, oh c'est trop beau, merci, tout. Et les gens, ils sont contents, ils ont aimé, quoi. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou ce que je viens de faire. Et depuis ce jour-là, voilà, j'ai plus jamais rien lâché, tu vois. Et donc j'ai joué tous les dimanches et il y avait de plus en plus de monde.
Ils avaient entendu dire que c'était drôle, tout ça. Donc, il y avait de plus en plus de monde. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce qu'après, comme les réseaux sociaux, c'est magique, ils ont vu que je faisais des trucs sur les réseaux sociaux, donc j'ai commencé à avoir des gens qui m'appellent pour faire des festivals d'humour. Je suis partie faire un festival d'humour à Cavaillon, dans les Ardennes. Ça, c'est des gens qui me connaissaient pas, mais je dis, mais comment vous avez entendu parler de moi? Enfin, moi, je joue dans les Vosges, je sors pas des Vosges. Ah bah oui, mais on a entendu parler de vous. Enfin, ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Et je commence à tourner et tout. Et donc, toujours prof de PS et le week-end d'humoriste, tu vois. Donc, prof de PS, humoriste, tout ça. Donc, ça va, ça se fait bien. Par moment, je suis en jogging. J'arrive sur le sur le lieu du spectacle. Je suis en jogging. Je me mets, j'ai les cheveux tout gras. Donc, hop, je me mets un peu de talc dans les cheveux pour faire comme si... pour faire je suis hyper bien apprêtée alors que je sortais de cours, tu vois. Et puis voilà, je joue comme ça. Et puis un déclic se passe dans ma tête en 2017. J'ai la chance de faire la première partie de Caroline Vigneault, donc l'avocate, tu sais, qui a quitté la robe. En fait, j'apprends qu'elle a des origines vosgiennes, je le savais pas, je lui envoie un message et tout. Elle me dit « Oh, je prends jamais de première partie, mais je peux faire une exception pour toi. » Oh, énorme. Moi, je lui avais dit, si tu passes en région Grand Est, je veux bien faire ta première partie. Et elle me dit, écoute, je t'invite à faire ma première partie au Palais des Glaces à Paris. J'ai dit, c'est waouh, truc de fou, quoi. Oh, purée, là, t'es en gros flip. Tu te dis, je vais y aller, mais je flippe. Et j'y vais, et c'est génial, quoi, parce que je suis au Palais des Glaces, dans les coulisses, je suis comme une gamine. Il y a les affiches de tous les comédiens humoristes que j'aime, les Vampes, Coluche est passé par là, enfin tous les humoristes sont passés par là et tout. Et je me prends en photo avec toutes les affiches, tu sais, dans les coulisses. Et ouais, je suis comme une gamine, tu vois. Je me dis mais c'est un truc de fou. Je vais fouler la scène du Palais des Glaces, c'est énorme, quoi. Et je fais 10 minutes. Tout un bus des Vosges était monté pour venir me voir. Et en sortant, voilà, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et le lundi, quand je retrouve mes élèves, là, ça va plus du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Non, mais sérieusement, j'ai vécu un truc extraordinaire. Le week-end, j'étais à Paris, j'ai vraiment touché du doigt, tu vois, ce que je voulais faire, quoi. Le rêve de ma vie, je l'ai touché du doigt, j'ai foulé cette scène mythique. Et le lundi, je me retrouve avec les élèves de la classe 6e 3 qui me font chier depuis le début de l'année. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Non, mais c'est pas possible, tu vois. Je vibrais tellement, ça me remplit de joie et de bonheur le week-end d'être sur scène. Et quand je retrouve mes élèves, c'est un fossé énorme. Et là... je commence à être un peu aigrie, tu vois. Comme j'arrête pas de me dire qu'est-ce que je fous là, forcément, la motivation en tant que prof, elle baisse, quoi. Tu sais très bien qu'un prof, c'est un moteur. Mais si le prof, il est plus moteur, derrière, ça suit pas. Derrière, les élèves, tu vois, je commençais à avoir de plus en plus de problèmes dans mes classes, parce que ils ressentaient que j'avais plus envie d'être là. Dans le même temps, par chance, j'ai un copain humoriste qui me propose en fait de faire ces jours de relâche au Festival d'Avignon. Il faut savoir que le Festival d'Avignon, c'est un festival qui se passe en juillet tous les ans, et en fait c'est tous les programmateurs de France vont là-bas pour faire leur marché, pour les programmations dans leur théâtre, dans leur MCL, MJC, enfin bref. Tout le monde va là-bas. Il y a 1200 spectacles par jour. T'es mélangé, voilà, avec tous les milieux. Donc, c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de l'humour. Enfin, il y a tout. Et c'est un peu un passage obligé, entre guillemets, si tu veux te faire connaître. Et si tu veux ensuite être programmé et avoir une tournée. Et donc, ce copain-là me propose, donc je dis, écoute, super, j'y vais. Je vais aller voir si ce que je fais dans les Vosges peut fonctionner en Avignon. Parce que, au fond de moi, je me disais, les gens, ils aiment bien, mais peut-être parce que je suis la régionale de l'étape, tu vois. Peut-être juste parce que je suis vosgienne et puis que c'est du chauvinisme. Donc, je pensais ça, au fond de moi, un peu toujours, tu sais, ce côté un peu qu'on a tortueux du cerveau qui essaye toujours de trouver un truc qui va minimiser, tu vois, ce que tu fais. Et donc j'y vais, je fais 3 jours, donc et là en fait les gens me disent mais c'est trop bien, vous jouez à Paris? Ben non, je joue dans les Vosges.
Ah, mais vous êtes sûre que... Je suis sûre que je vous ai vu jouer à Paris. Je dis, bah non, je suis jamais allée jouer à Paris, je joue dans les... Ah, mais c'est trop bien et tout. En fait, j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais, c'est-à-dire, est-ce que si je vais en dehors des Vosges, mon spectacle il peut fonctionner? La réponse était oui. Donc, pendant tout l'été, je me dis non mais je peux pas reprendre mon boulot de prof, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je veux plus faire ça, je suis plus ça, je suis dans ma tête, je suis comédienne maintenant, je veux vivre de la scène. Et en fait, je discutais avec ma cousine qui est partie vivre en Nouvelle-Zélande et elle me dit écoute, c'est pas quand la vague sera retombée qu'il faudra que tu prennes cette décision. Maintenant t'es en haut de la vague, il faut que tu ailles, il faut que tu fonces. Puis c'est vrai qu'à chaque fois que je me projetais à la rentrée avec des élèves, tu vois, je pleurais, j'y arrivais pas, je me sentais pas de reprendre. Et à une semaine de la rentrée en fait, je vais voir mon mari et je lui dis écoute, j'ai pris ma décision, je reprends pas. Comment ça tu reprends pas? Bah non, je reprends pas. Non mais tu reprends pas. Tu reprends pas quoi? Bah non, je lui dis je reprends pas, j'arrête, je reprends pas, je veux plus faire ça. Non mais attends, on a des enfants, on a un crédit maison, non mais comment on va faire? Écoute, je lui dis t'inquiète pas, on va trouver. Juste, je te dis, j'ai pris ma décision, je ne reprends pas. Si je reprends, je vais faire une dépression. Je vais pas, je suis plus bien, j'ai plus envie de faire ça. Voilà, je sais que ma vie, c'est la scène, donc j'y vais. Donc j'appelle le rectorat et je leur dis, écoutez, je reprends pas. Comment ça vous reprenez pas? Bah, je dis non, en fait, je vous explique, j'ai trouvé un producteur, je vais partir en tournée et donc je serai plus là. Et entre mon boulot de prof et mon boulot de comédienne, je choisirai pas le boulot de prof. Donc je vais être absente tout le temps, ça va vraiment être embêtant pour vous, donc je reprends pas. Et non mais attendez, vous pouvez pas faire ça. Je dis si, je vous le dis. Donc il faut me mettre en disponibilité. Non mais attendez, à une semaine de la rentrée, je dis bah écoutez, comme ça. Donc elle me dit bah faites un courrier, on verra bien si ça passe ou pas. Je fais le courrier. 3 jours après, j'ai mon chef d'établissement qui m'appelle et me dit mais dites donc, je vous ai plus dans mon ordinateur. Je dis ah bon, mais pourquoi? Bah j'ai d'appeler le rectorat, il paraît que vous êtes en disponibilité. Yes, tout s'était passé. C'était un truc de fou. Et en fait j'avais complètement bluffé. Parce que j'avais pas de producteur et j'allais pas partir en tournée. J'avais complètement bluffé. Et sauf que quand on se choisit, et ça c'est la vie qui m'a appris ça, de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, tu vois, et d'aller faire ce que t'as envie de faire, ce qui t'anime au plus profond de toi. Et bien souvent la vie elle te réserve des surprises, des choses auxquelles tu t'attendais pas. Et figure-toi que 1 mois après, j'ai signé un contrat avec un producteur qui est arrivé de nulle part, qui m'avait jamais vu jouer. Une nana qui travaillait avec lui avait parlé de moi et tout. J'ai envoyé ma captation. Et le gars, il dit, j'ai regardé les 10 premières minutes, ça me suffit pour savoir que t'as du talent. Mais le truc de fou, quoi. Tu te dis, mais même en rêve, j'aurais pas pu l'imaginer, tu vois. Et donc, on est parti pour travailler ensemble. Et puis, grâce à lui, j'ai pu avoir l'intermittence du spectacle. Et puis aujourd'hui, je vis de mon art. Donc c'est génial. Et puis j'ai fait plein de choses, voilà, des clips, En fait, à partir du moment où je me suis libérée de mes chaînes, entre guillemets, des chaînes invisibles, la créativité, d'un coup, c'est comme si elle attendait qu'une chose, c'était que je sois complètement disponible pour arriver. Pareil dans le milieu professionnel, tu vois. Tant que t'es pas à 100%, que c'est pas une nécessité pour toi de travailler dans le spectacle, les gens, ils te prennent pas. Ils vont prendre plutôt quelqu'un qui vit de ça. Donc entre quelqu'un qui a un boulot et quelqu'un qui est intermittent du spectacle, ou du moins qui essaye de tout faire pour, les gens, ils prennent toujours celui qui vit du spectacle. Et ça, je le savais pas avant, mais j'ai vu que d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils attendaient que je fasse cette démarche-là d'un coup pour me solliciter pour pas mal de choses, tu vois. Et j'ai commencé à travailler avec des entreprises, à faire plein de trucs, des publicités, de la photo. En fait, j'ai une vie dans laquelle je m'ennuie absolument pas. Et tu vois, ma peur de la routine, là, il y a jamais une journée qui se ressemble. Et donc c'est génial parce que c'est un métier qui m'emmène sur plein d'horizons différents. Et comme je tiens pas en place, ça me va bien. Voilà. Comme quoi, malgré le fait que ton entourage soit sceptique, qu'il projette des peurs sur toi, comme le fait c'est très bien, t'es motivé, mais c'est pas pour ça que ça va marcher. C'est pas parce que tu veux quelque chose forcément que tu vas l'obtenir. Enfin, ils étaient très sceptiques vis-à-vis de tout ça. Et pourtant, toi, avec ta passion, ta détermination, tu l'as attiré à toi et seulement 1 mois après, c'est arrivé.
Ben c'est ça qui est fou. Et c'est un message, c'est le message que je voudrais faire passer à tout le monde, tu vois. Celui de dire, si toi, tu crois en toi, ça ne peut que marcher. Si t'attends que les autres y croient en toi, ça marche pas. Parce que regarde, au début, moi, personne ne croyait en moi, personne n'aurait misé une cacahuète sur moi, tu vois. Personne n'aurait dit, ah bah si, cette fille-là, elle va être... Et je mets de l'argent sur elle pour... Non, je pense que on est nos propres freins. Notre propre frein, c'est nous qui nous le mettons. En écoutant déjà les retours des autres, c'est déjà un frein. Mais les écouter, c'est encore pire, quoi. Parce que il y a que toi qui peux savoir ce que tu veux faire de ta vie et personne d'autre. C'est pas parce que c'est pas courant, qu'on ne connaît personne qui a fait ça, enfin il y a mille et une raisons, que t'as des enfants, que t'as un crédit, et c'est pas toutes ces raisons-là que tu peux pas faire ce que tu veux, en fait. Tout ça, c'est des barrières, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est une croyance limitante de se dire qu'on peut pas parce qu'on a des enfants, qu'on peut pas parce qu'on a un crédit, qu'on peut pas parce qu'on a un boulot, qu'on peut pas parce que à un moment donné les gens ils ont pas rigolé. Bah ouais, mais eux ils rigolent pas, mais peut-être qu'il faut que je travaille. Peut-être qu'il faut que je m'améliore, que je m'entoure. Peut-être que c'est pas leur humour, parce que l'art n'est pas universel. On n'aime pas tous le même peintre, on n'aime pas tous le même groupe de musique. Enfin, il y a pas un artiste qui rassemble et qui fait l'unanimité, pas un. Tu vois, par exemple Johnny, c'est un artiste qui a fait carrière, et pourtant il y en a qui détestent Johnny, alors qu'il a un talent fou. Mais ils n'aiment pas, ils ont le droit de pas aimer, mais ça ne remettra jamais en cause le talent qu'il avait. Et ça, tu vois, j'ai fait un travail sur moi avec des personnes, je me suis fait accompagner dans du développement personnel pour essayer de mettre ça de côté. Parce que finalement, j'ai compris que c'était que les gens, quand ils croyaient pas en moi, entre guillemets, ils me renvoyaient leur propre peur. C'est-à-dire que eux, leur peur, ce serait... tu vas pas gagner de l'argent, tu vois, ce serait tout ça. Et c'était pas mes peurs. Donc, à un moment donné, j'ai dit, tu vois, ça, c'est tes peurs. C'est les tiennes. Et moi, je te renvoie à tes propres peurs. Mais moi, ce sont pas mes peurs. Moi, j'ai pas peur. Moi, je ne doute pas. Moi, je sais que ça va marcher. Donc, garde tes peurs et laisse-moi avancer. Voilà. Et encore aujourd'hui, donc, tu vois, j'ai démissionné en septembre 2017. On est en mars 2022. Tout n'est pas simple. Je fais ce que j'aime, mais par moments c'est dur. Mais ça, c'est la vie. Il faut pas non plus idéaliser la réalisation d'un rêve en se disant que tout sera toujours beau. C'est pas vrai et c'est pas la vie. La vie, c'est des hauts et des bas, même quand tu fais ce que t'aimes. Et donc des hauts et des bas, j'en ai eu et j'en ai encore. Et j'ai encore des moments où je monte sur scène et où les gens ils rigolent pas parce que ils n'aiment pas. Mais la différence avec quand j'ai débuté, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, ils ont le droit de pas aimer. Mais c'est pas pour autant que ce que je fais est mal et mauvais. Tu vois, c'est juste que ça leur parle pas et c'est ok. Et c'est ok. On a le droit d'aller voir un spectacle et de ne pas aimer parce que dans le même spectacle, t'en auras qui auront aimé et d'autres qui n'auront pas aimé. Tu vois. Et c'est quand même dur quand t'es artiste d'avoir des retours négatifs. En même temps, ça te permet de pas vivre sur tes acquis. Tu vois, de pas te dire, ouais, c'est bon, maintenant, tout ce que je fais, ça fonctionne. Bah non. Il y a des gens il y aura toujours des gens qui seront des détracteurs. Et en fait, ça fait quelque part, ça fait du bien parce que ça te remet toujours en question, tu vois. Tu te dis pas, je suis arrivée. Non, t'es jamais arrivée. S'il y a des gens qui écoutent ce podcast, et je crois qu'il y en aura. Et ce qui est important de se dire, c'est que les embûches, les chutes, les obstacles, les claques qu'on se prend, eh ben, ça fait partie du jeu, en fait. Parce que, quand je raconte ça, on a l'impression qu'aujourd'hui je suis arrivée alors que non, tu vois. Encore en août dernier, on m'a fait venir pour un anniversaire. Le gars, il m'a demandé d'arrêter de jouer parce que c'était pas drôle, quoi. Non mais, j'ai vécu ça. Alors avec encore ces années d'expérience, tu vois, j'ai encore vécu ça. Mais c'était pour comprendre aussi quelque chose parce que j'écrivais un nouveau spectacle et parce que j'y suis allée en lecture jouée et parce que lui, en fait, il s'attendait à quelque chose et moi, je lui avais dit que c'était autre chose, mais il l'avait pas entendu. Enfin, plein de choses. On apprend toujours de nos échecs. C'est toujours dur, ça fait toujours mal. Et sur le coup. Et puis après, une fois que tu digères, tu dis, ouais, j'ai compris. Tu vois, au fond de moi, je voulais pas y aller à ce truc-là. Et j'ai dit oui. Et 2 fois, j'ai voulu dire non, et 2 fois, j'ai voulu dire oui. Ben, j'ai compris, tu vois. T'as une petite voix. Et je le dis. Je lui ai toujours dit que j'avais une petite voix. Et cette petite voix, si je l'écoute pas, ben voilà ce qui se passe.
Donc maintenant, j'écoute ma petite voix et j'essaye d'être attentive à ce que je veux vraiment au fond de moi, tu vois. Tout ça pour dire que quand on sort de sa zone de confort et qu'on va vraiment faire quelque chose qu'on aime et qu'on se donne les moyens d'y arriver, c'est toujours positif quand même. Malgré les échecs, mais les échecs, ça fait partie du chemin, quoi. Et puis tu vois, Steve Jobs, qui est richissime, il a, je crois, créé 10 entreprises avant d'avoir celle qui tourne aujourd'hui. Faut pas idéaliser, faut pas se dire j'y arrive pas ou j'ai un obstacle, alors je dois m'arrêter. Non, les obstacles, ça fait partie du truc, ça fait partie de notre cheminement. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. Sinon, c'est trop facile, quoi. Sinon, la vie, elle a pas d'intérêt, quoi. Et en plus, je pense qu'on a une tendance, tu vois, à se comparer avec les autres, mais qui en sont pas au même niveau que nous. Par exemple, on va regarder les gens qui ont réussi dans le domaine qui nous intéresse, mais on se rend pas compte de tout ce par quoi ils sont passés, en fait, de tous leurs efforts, leurs échecs, leurs doutes, parfois les désillusions. Enfin, en fait, on se compare aux autres en regardant qui ils sont aujourd'hui et on regarde la finalité en se disant « Ah, mais eux, ça marche et pourquoi pas moi ?» Sauf qu'en fait, on se rend pas compte que ça fait des années qu'ils ont galéré et qu'ils sont passés par exactement les mêmes étapes que nous. Ouais, des moments de doute, des moments de... je sais pas si tu le visualises, ce dessin-là, c'est un iceberg. Et en fait, la réussite, c'est ce que tu vois de l'iceberg. Et tout ce qu'il y a en dessous, c'est tout ce que tu as traversé, toutes les difficultés que tu as traversées. Et souvent, on voit toujours la face visible de l'iceberg et on voit pas qu'en dessous, il y a eu plein de choses pas faciles, pas évidentes. Et c'est important de garder ça en tête, que rien n'est simple, mais que tout est possible. Eh bien écoute, ce sera le mot de la fin. Rien n'est simple, mais tout est possible. Je te remercie pour ta participation. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant de terminer ce podcast ? Je vais rajouter quelque chose, un peu de pub, allez. Mais bien sûr, je t'en prie, avec plaisir. Donc, mon nouveau spectacle s'appelle Guérir et je vais le jouer au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet. Et c'est un spectacle qui va mélanger humour et émotion parce que pendant le confinement, j'ai eu un cancer et c'est une épreuve. Mais si on arrive à faire de chaque épreuve une force, on sort un spectacle. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai eu besoin de parler de ça, de mon cancer, d'en parler parce que maintenant ça faisait partie de moi et de mon histoire. Un spectacle sur la résilience et le fait de faire de chaque épreuve une force pour continuer d'avancer. C'est sympa parce qu'on rigole et en même temps c'est assez émouvant. Mais c'est plein d'espoir. Et sinon, quelque chose de plus gai, je joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle Cendrillon balance tout, dans laquelle je joue le rôle de Cendrillon, qui est super drôle, qui dépoussière le conte de Cendrillon à la sauce moderne, donc le prince en prend plein la vue, la belle-mère, les enfants, donc c'est le top. C'est super drôle, et elle sera aussi jouée au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet, voilà. Donc si vous entendez ça, n'hésitez pas à venir nous voir là-bas. Et vous pourrez retrouver un de tes contacts en description du podcast pour pouvoir te contacter directement. Super, merci beaucoup Lucie. Et encore un grand merci à toi pour le partage de ton histoire, pour ton parcours, pour ta motivation et ta détermination. J'espère que ça résonnera dans l'oreille de certains de nos auditeurs qui utiliseront cette force que tu partages pour eux-mêmes se lancer. Donc encore un grand merci à toi et à bientôt sur le podcast. Exactement. Merci à toi. À bientôt Lucie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Muriel pour le partage de son histoire et de son parcours. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. À bientôt pour le prochain épisode.